Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre émission avec notre invité cette semaine qui est Gérard Le Discorde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez bien, on va retracer un peu votre vie. Alors, on va commencer par le début. J'aimerais que vous nous dites à quel endroit vous êtes né, votre date de naissance. Ah mon Dieu, où je suis né. C'est précis. C'est très précis, toutes ces questions-là. Eh bien, je suis né dans un petit village qui s'appelle Boueil, assez loin d'ici, puisque effectivement c'est un village qui est en France. Donc je suis né d'origine française, sur le territoire français. Et puis c'est un petit village de la Vendée, un petit peu à la frontière du sud de la Bretagne. Ah, d'accord. Pas loin de Nantes, ouais. C'est une région qui, comme il me plaît à le dire, c'est une des dernières régions royalistes lorsqu'on a eu notre Révolution française en 1789. C'est une des dernières régions qui a résisté. Ah oui? Ouais. C'est un riche historique, c'est intéressant. Ouais, il y a encore quelque chose qui doit rester, Oui. j'imagine. Et puis, je suis né le 10 octobre 1958, ce qui fait 50 années de passé. 50 années de vécu qu'on va découvrir un peu avec les téléspectateurs. Ben, j'espère que ça leur plaira. Ben, je suis certaine. Et vous êtes né dans une grande famille? Oui, je suis né dans une famille de 6 enfants, Oh. dont je suis l'avant-dernier. Puis vos parents étaient également français? Les deux étaient français? Oui, mon père et ma mère sont nés là-bas, sont nés en France. Et puis, c'est des gens qui se sont rencontrés tout de suite après la guerre. Puis si vous repensez à votre enfance, à l'école, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ou par exemple un enseignant qui vous a particulièrement marqué ou un événement? C'est sûr que si on recule un petit peu, on pourrait dire d'une quarantaine d'années, on retombe quand même dans une époque. Hein, on peut dire que l'époque a drastiquement changé Ouais. depuis ces périodes-là. Et puis, je m'aperçois, avec l'époque d'aujourd'hui quand même, que je dirais que j'ai été très chanceux. Oui. Oui, parce que j'ai eu une enfance en tant qu'enfant là, qui était merveilleuse. J'ai vraiment eu une enfance merveilleuse. J'ai eu une enfance où, durant toutes les périodes de classe, je les passais dans une petite institution. Donc on était 2 ou 3 villages réunis pour un instituteur. Et puis, je passais mes étés tout simplement dans les bois et sur la plage, qui était non loin du village. Et puis, c'était vraiment une enfance merveilleuse parce que c'est une enfance où, en tout cas à cette époque-là, dans le village où je me trouvais, il y avait une liberté totale pour les enfants et il n'y avait aucun danger. C'était un village assez populeux, il y avait beaucoup de gens ou... Je dirais que c'était un village qui ressemblait à peu près la moitié de Grande-Rivière, à peu près la quantité de la moitié de Grande-Rivière. Donc c'était quand même, je considère que c'était pas un village très très populeux, non. Non, c'était quand même une petite bourgade, là. Ouais. Puis la nature était très présente, vous parliez de la plage, c'était quand même très présent. Oui, la nature est très présente, un petit village de pêcheurs. Ah, Petit village de pêcheurs où il y avait un petit peu de pêche au homard, un petit peu de pêche au crabe, un petit peu de pêche à la sardine, parce que forcément il n'y a pas de morue là-bas. Et puis du bar, je sais pas, je pense pas que nos Gaspésiens ici connaissent ce genre de poisson. non, c'est un poisson moins connu ici. Vous compariez à quoi? Oh, un bar, eh bien mon Dieu, ce serait un excellent maquereau sans arête. Oh, ça, c'est ce qui est un avantage. Un très très grand avantage. Et je soupçonne que c'est pour ça qu'il est fortement pêché là-bas. Oui. Oh, c'est intéressant. Ouais. Puis, depuis combien de temps vous êtes ici au Canada, établi? Depuis 1974. Ouais. On est rentré au Canada par New York. Ensuite, on a pris le train à New York pour nous rendre à Montréal.
Puis officiellement, puisque bon, la ligne de chemin de fer, à ma connaissance, ne passe pas forcément par les lignes de la colle, là, mais officiellement, le tampon d'entrée sur le passeport était la colle. Puis, c'est quoi votre première impression quand vous êtes venu quelque chose de différent, une atmosphère différente, ou vous trouviez que c'était assez ressemblant à la France? Ben, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ce genre d'analyse-là qu'on pourrait, dans mon cas, qu'on pourrait concevoir. Parce que on n'est pas arrivé directement de la France, on a fait un grand détour. Hein. Moi, je suis parti avec mes parents de la France en 1971, puis je suis parti en voilier. Et on a fait un grand détour par l'Afrique du Sud. Et ensuite, en Afrique du Sud, on a vendu le voilier, puis on est resté quelque temps là-bas, et on a embarqué sur un cargo, et c'est de cette manière-là qu'on s'est trouvé à mettre le pied sur le sol de l'Amérique. C'est un grand détour, en effet. Voilà. Alors, il faut comprendre que ma première période de mer s'est déroulée à l'âge de 13 ans. Et puis, elle a quand même duré presque 1 an et demi sur un voilier de 45 pieds. Puis que c'est une autre école. On sort d'une institution où on apprend bon, à devenir un bon citoyen. Et puis là, on rentre dans une situation où on a les responsabilités qui vont avec tout simplement maintenir la machine qu'on appelle le voilier de façon à ce qu'elle se rende à bon port. Donc, c'est une autre école. On rentre dans un autre monde. L'école de la vie qu'on appelle. Ouais. Et c'était votre premier voyage. Comme premier voyage, c'est assez... Oui, c'était un petit peu... c'était très aventurier de la part de mon père de partir comme ça, puis faire un pareil voyage, effectivement. C'est un voyage assez risqué. Est-ce que c'est les mers, c'est assez... Oui, c'est un voyage risqué, oui. Oh, oui. Oh, oui. On est parti au mois de décembre de Saint-Nazaire. Les gens pourraient localiser Saint-Nazaire sur une carte géographique très très facilement. Et puis en traversant le golfe de Gascogne, ça a été une énorme tempête, quand même, assez sérieuse au mois de décembre. Et puis après ça, en passant le Cap Finistère, ça a été aussi une autre très très grosse tempête. Il y a un cargo qui a coulé durant la nuit où nous on était en mer. C'est pas rassurant. Non. Ensuite, on a eu un avarie majeur qui nous a forcé à rester 6 mois au Portugal. Oh oui. Ouais, 6 mois au Portugal. Et puis, d'une certaine manière, je veux dire, c'est sûr que c'était des choses, pour mon père, mes parents, c'était probablement des choses un peu difficiles à vivre, mais pour moi, qui était un enfant de 13 ans, ça a été comme une vacance très particulière que j'ai reçue. Parce que j'ai été au Portugal pendant 6 mois, un enfant dans un petit village le long de la côte. Puis là encore, c'était très très particulier, très particulier. C'est un village où il n'y avait pas d'asphalte. Et même à cette époque-là, où on devait probablement arriver dans les derniers soubresauts où ça existait, les femmes du village allaient encore laver le linge au lavoir. Ah oui, ouais, le ça lavoir se faisait municipal, encore. Ouais. Avec la barre de savon, et puis ici on frotte. Hein. Ah oui. Ouais. Et je me rappelle très bien, moi, que je m'en allais là pour apprendre le portugais avec eux autres. Oui, parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de gens, j'imagine, qui parlaient français. Il y en avait un petit peu, mais quand même très peu. Ouais. Puis au début, ils trouvaient ça très curieux qu'il y avait un petit garçon, là, comme ça, qui venait de la France, puis qui les regardait faire. Qui débarquait là. Puis au fur et à mesure, j'avais fini par apprendre quelques mots de portugais. Je leur expliquais que moi, ce que j'étais intéressé, c'est d'apprendre les rudiments de la parole, de façon à pouvoir échanger avec les gens de la place et tout ça. Et j'étais le Nino Frances, le petit français. Oh, c'est... Oui, c'était... Alors, vivre tout ça, quand on a un petit enfant de 13 ans, je dirais, là, ça reste marqué dans le cœur. Ouais. C'est des expériences de vie inestimables. Ouais. Ouais. Mais pourquoi avoir choisi le Canada? Vous auriez pu choisir d'autres endroits? Oui, la question est excellente. Et puis la réponse est assez facile, je vais vous dire pourquoi. Parce que mon père pensait pouvoir facilement travailler en Afrique du Sud.
C'était un pays à l'époque, en 1971, 72, c'était un pays où il y avait une expansion fulgurante. Sauf que ce qu'il n'avait pas réalisé en se rendant là-bas, un peu pour réaliser son rêve aussi, là, je veux dire, avoir un voilier, faire un voyage, tout ça, mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'était le contexte dans lequel, effectivement, politiquement parlant, ce pays-là se développait. Un contexte très, très difficile, dont on a vu les suites dans les reportages, et puis dans la libération, en fait, des Noirs sud-africains. Et nous, je me rappelle très bien, on a vécu ça, cette ségrégation-là, on l'a vécu. Dans la ville de Johannesburg, effectivement, vous aviez... Je ne vous dis pas que c'était précisément de cette façon-là, mais c'était presque le trottoir pour les Blancs et le trottoir pour les Noirs. À ce point-là aussi, c'était assez... On était presque là, parce qu'il y avait les autobus pour les Blancs, les autobus pour les Noirs. Ça existait, c'était comme ça. Ça fait pas si longtemps de ça, quand on pense à ça. Non, c'était hein? hier. C'était hier, ouais, ouais. Et c'était un contexte social et politique là, que, bon, je pense pas que j'aurais aimé vivre là-dedans, honnêtement, quand même. Là. Puis mes parents ne pouvaient pas vivre là-dedans non plus. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont prêts. Je veux dire, mon père est décédé maintenant, mais je veux dire, c'est pas un homme qui aurait exploité son prochain, là, jamais de la vie. Non, c'est ça, c'est sûr que... Mais si je comprends bien, votre père était amoureux de la voile aussi, il aimait la mer. Oui, c'était un rêve de liberté qu'il avait. Qui devait assouvir, j'imagine. C'était quelque chose de très personnel pour lui, c'est sûr. Et puis, face à ces situations-là, il y avait les autres pays où on pouvait avoir une acceptation d'immigration étaient l'Australie et puis le Canada. Alors, il y a eu 2 demandes qui avaient été faites à partir d'Afrique du Sud, qui n'étaient pourtant pas un pays pour faire une demande, parce que si on fait une demande d'immigration à partir d'un pays qui fait déjà de l'importation d'immigration, c'est très compliqué. Hein. Alors, il fallait faire tout un renvoi qu'il fallait renvoyer en Italie. Et après ça, à partir de l'Italie, là, ça partait pour l'Australie et pour le Canada. Puis, ça donne que c'est les bureaux de l'ambassade canadienne qui ont répondu, les premiers, comme quoi, oui, bon, il y aurait eu une job pour lui. Et puis, mon père, qui était un décideur, qui décidait très vite, il a décidé que c'était le Canada, puis ça serait été long. C'est un peu un coup du destin, finalement. C'est vraiment... C'est ça. Parce que j'aurais très bien pu me ramasser encore à Melbourne, là, et puis voir des kangourous passer, au lieu que de voir des orignaux et des élans. C'est bien que vous avez finalement été au Canada, parce que ça nous permet de connaître votre histoire vraiment intéressante. Puis, on va passer à une petite pause musicale, puis on va revenir tout de suite après. Ça marche. J'avais 8 ans, je l'ai jeté à l'eau de la rivière. J'ai vu qu'il n'avait pas sombré avant de disparaître. Il emportait tous mes trésors, souvenirs d'enfance. Je sais qu'aujourd'hui encore, souvent je pense, qui me rapportera mon bateau de papier, mon bateau qui s'envole avec mes rêves. Qui me rapportera mon bateau de papier, mon bateau, mon bateau, mon beau bateau de papier. Si vous me voyez naviguer à l'autre bout du monde, et que le vent l'a emporté, et que la terre est ronde, il va aussi le sous les fleurs, il va courir sa chance, peut-être ici, peut-être ailleurs, mais moi je pense. Qui me rapportera mon bateau de papier, mon bateau qui s'envole avec mes rêves? Qui me rapportera mon bateau de papier, mon bateau, mon bateau, mon beau bateau de papier?
puis quand je m'endors, je pense à la tempête. Il y a tant de choses à bord qui tournent dans ma tête. Tous mes espoirs, tous mes chagrins, le rire de mon père, et tout le mal et tout le bien que j'ai pu faire. Qui me rapportera mon bateau de papier, mon bateau qui s'envole avec mes rêves? Qui me rapportera mon bateau de papier, mon bateau, mon bateau, mon beau bateau de papier? Qui me rapportera mon bateau de papier, mon bateau qui s'envole avec mes rêves? Qui me rapportera mon bateau de papier, mon bateau, mon bateau, mon beau bateau de papier? Mon bateau, mon bateau, mon beau bateau de papier. Alors, nous sommes de retour avec Monsieur Gérard Lediscorde qui nous raconte sa vie et c'est vraiment fascinant parce que c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses. Alors, je parlais de l'amour de votre père pour la mer, mais vous, comment c'est venu cette passion pour la voile, pour la mer? On pourrait se surprendre un peu, oui, parce que j'aurais pu fuir tout ça, hein, après avoir traversé l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, puis réparer des voiles, manquer de nourriture, manquer d'eau, avoir eu mon premier mal de mer au large du Cap Finistère quand ce fameux cargo avait coulé, puis avoir eu une peur effrayante, parce que c'était un bateau en bois, ça craquait de partout, ça. Vous savez, c'est le quand la vague passe, et puis quand il y a le coup de vent. Donc, effectivement, on pourrait se poser la question, comment c'est venu? Probablement parce que ça permet d'avoir une vision de la liberté que ça apporte dans ce domaine-là. Et peut-être aussi que ceux qui sont atteints par cette étendue, c'est un allant. Hein? On embarque sur un bateau et on va toujours quelque part. On a toujours un but, que ce soit pour un bateau de commerce, que ce soit pour un bateau de pêche, que ce soit pour un bateau pour faire des voyages avec un yacht. Il y a toujours un but, il y a quelque chose qui s'en vient. Alors donc, effectivement, on est toujours en attente et en découverte. Donc, j'imagine que c'est probablement cet aspect-là que dans la jeunesse, ça a été captivant, ça a été prenant. Dans le fond, la voile, la navigation, c'est quelque chose de quand même philosophique. C'est les gens qui aiment naviguer, c'est souvent une passion profonde. C'est pas juste comme un passe-temps, un simple intérêt dans la vie. Souvent, c'est quelque chose qui est tellement intérieur qu'ils en ont vraiment besoin. Souvent, oui, c'est des gens qui sont investis, hein, de vivre une sorte d'aventure qui les permette de se dépasser. Oui. On recherche peut-être au travers de ces aventures-là à se découvrir soi-même face à la difficulté en fait que ça a d'aller passer 3 jours ou 2 mois en mer sur un petit bateau. Oui. Oui, effectivement. Puis cette passion pour la navigation vous a amené à faire la profession que vous faites. Donc vous êtes enseignant au Centre spécialisé des pêches. C'est ça. Puis ça fait combien d'années? Eh bien, le premier contrat d'enseignement à l'École des pêches a été en 1983. Voilà. Puis cette passion vous a même amené à publier un livre. Effectivement. Et c'est un livre, c'est un rêve de longue date ou c'est quelque chose que vous avez décidé de faire un jour? Eh bien, pour en arriver effectivement à être professeur de navigation, il a fallu aller étudier. Et puis, quand j'ai fait mon secondaire 3, 4 et 5 ici au Canada, ça ne me tentait pas de retourner dans une école qui aurait été autre qu'une école francophone. Parce que, bon, j'avais justement connu... J'avais connu l'école en Afrique du Sud pendant 1 mois et demi. Je l'avoue, ce n'est pas très long.
Mais ça m'a été suffisant pour comprendre qu'il y avait, comment je pourrais dire ça? Il y avait des écoles de par le monde qui pouvaient donner un enseignement très valable, puis il y avait d'autres écoles qu'il fallait absolument éviter. Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment décidé, qu'après le secondaire 5, de rester au Canada et de suivre un enseignement, en fait, qui, d'après moi, valait la peine de le faire. Ouais. Puis, bon, ben, ça m'a fait rentrer à l'école de marine de Rimouski. Et en passant par Rimouski, j'ai suivi le suivi normal que tous les étudiants passent, ceux qui réussissent, effectivement, là, puis qui passent. C'est-à-dire que, bon, ils ont 3 stages qui sont fournis par l'école. Et puis, durant ces 3 stages, ben, effectivement, de 4 mois chacun, là, on est embarqué pour un cargo qui s'en va soit aux États-Unis, on est embarqué pour un cargo qui peut aller à l'autre bout du monde, ou sur un cargo qui peut aller sur les Grands Lacs. Donc, ça a tout remis en marche, là, ce que j'avais conservé pendant ma période au secondaire. Ouais. Puis on pourrait peut-être montrer aux gens votre livre que vous avez... Alors c'est ça, c'est que pour arriver justement à cette histoire de livre-là, c'est que j'avais donc fait mon voyage en mer avec mes parents, à bord du voilier. Ensuite, quand j'avais commencé à travailler pour l'école des pêches, ben, j'avais encore, moi aussi, commencé à réaliser mon vieux rêve qui était de me construire mon voilier. Ah oui? Oui. Et après ça, eh ben, j'avais continué mes navigations tout en enseignant à l'école. J'avais continué mes navigations principalement durant les périodes estivales et automnales pour des ravitaillements dans l'Arctique et puis quelques contrats le long de la côte des États-Unis. Donc, en tant que navigateur de profession. Ça m'a permis de vivre encore toutes sortes d'aventures de mer pendant de longues années. Alors j'ai raconté tout ça ici, Jocelyne. Tout ça dans un livre, tenez, je vous le présente. Dans un livre que j'ai intitulé « Malgré les grains, gardez le cap ». Le titre, pourquoi, on m'a posé souvent la question, pourquoi malgré les grains? Alors ce ne sont pas les grains de riz ni les grains de sable. Ce sont les grains, un peu comme un orage violent qui arrive et qui se produisent sur les eaux, sur les océans. Ah, okay. c'est... Ouais. Alors donc, bon, j'en ai subi plusieurs de ces fameux grains violents. Là. Sur les gros navires de commerce, c'est pas tellement quelque chose qui est très dangereux. Sur des petits voiliers, sur des petites unités, ben, effectivement, c'est un phénomène météorologique qu'il faut surveiller. On pourrait avoir des avaries, on pourrait peut-être avoir certains problèmes si on ne préparait pas notre bateau en conséquence là, quand ça se produit. Et puis, c'est pour ça que je l'ai intitulé « Malgré les grains, ben, gardez le cap », ce qui est encore en relation à ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, c'est vrai que s'aventurer en mer sur une petite unité, sur un petit voilier, c'est philosophique, ouais, c'est rechercher la liberté, c'est rechercher le dépassement de soi, c'est rechercher un regard sur soi-même en profondeur. Donc, ce que je voulais donner comme message au travers du titre, c'est que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, si vous avez quelque chose de profond en soi que vous voulez réaliser, s'il y a des embûches, des grains, ben, gardez le cap et puis vous allez passer au travers et puis peut-être que vous ne vivrez peut-être pas ce que vous aviez idéalisé, mais vous allez quand même vivre ce que vous vouliez réaliser. Alors, c'est un livre qui a un beau message sur le voyage intérieur, Vous pourriez dire que la mer a façonné beaucoup votre personnalité, finalement. Oui, beaucoup, oui. Avec le recul, ouais. parfois, c'est là qu'on voit. Ce n'est pas, je dirais, vraiment un voyage intérieur au travers du livre qui est amené au lecteur. Je dirais plus que c'est un regard sur les situations. J'ai vécu beaucoup de situations qui sont des situations drôles, à risque ou pénibles. Et puis, je les ai racontées, j'espère en toute humilité, en laissant au lecteur la place de se faire une idée dans ces situations-là. Ça peut être des situations de travail, ça peut être des situations de vie, ça peut être des situations où on aurait dû savoir.
Voyez-vous, donc c'est la vie en soi, Ouais, mais réunie sous des aventures de mer. Puis est-ce que c'était un travail très long? Publier un livre, ça doit être quand même assez... Publier un livre, il faut, moi je dirais que j'avais des petites expériences de construction d'histoire. Quand j'étais adolescent, justement, pas quand j'étais adolescent, pardon, quand j'étais au primaire en France, j'étais captivé par les bandes dessinées et je m'étais mis à en fabriquer des bandes dessinées. Donc je m'étais fait une forme de plan pour raconter une histoire dans un livre. Mais j'ai pas fait ça du tout avec celui-là. Celui-là, je l'ai raconté d'abord pour pas oublier. Puis, à un moment donné, à force de raconter pour pas oublier, ben, il y en a quelques personnes de mes amis qui ont commencé à lire ça. Et bon, évidemment, quand on m'a demandé la suite, ben, c'était encourageant. Oui, c'est motivant. C'était motivant. Donc, c'est pas un livre qui a été fait sous un plan, je veux dire, littéraire. Et il y a quelques écrivains qui l'ont lu. Et ils m'ont donné leur vision du livre comme tel. Et il y en avait un qui m'a dit, c'est difficile à décrire, il m'a dit ça de même. Il ne me l'a pas dit d'ailleurs, il me l'a écrit, donc j'ai vraiment la preuve. Il m'a dit ça, il a écrit ça de même, il a dit il n'y a aucun style littéraire, mais comment s'empêcher de lire un tel livre? C'est un beau compliment. Oui, c'est excellent. Oui. C'est ça. Ça n'a pas été écrit comme un roman, ça n'a pas été écrit comme une recherche, ça a été écrit comme ça a été vécu. Voilà. Ça, c'est bien. Puis, c'est un livre sans plan. Mais souvent, c'est les meilleurs, c'est ce qui est plus fascinant à lire aussi. C'est le cœur qui parle. Parce que des fois, à trop penser à la structure, des fois, le contenu en souffre, malheureusement. Oui, ça peut peut-être effacer un peu de la personnalité de celui qui raconte. Ouais, parce qu'en fait, celui qui raconte, c'est celui qui a vécu. C'est ça. Ouais. Donc, ce n'est pas un roman, effectivement. C'est un roman, on va y mettre tout ce qu'il faut pour que la romance y soit, et le piment, et puis l'intrigue. ce qu'il n'y a pas là-dedans, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de romance, effectivement. Il y avait même une dame la conjointe d'un de mes amis qui m'a dit t'as pas beaucoup parlé des femmes là-dedans, là, Gégé, là. J'ai dit, je m'en excuse profondément, mais ce n'était pas, le but du livre. Sujet du livre. Et effectivement, je n'en ai pas beaucoup parlé. J'ai parlé de la mer et de ce qui s'y est passé. Mais qu'est-ce qui amène justement un amoureux de la mer à naviguer jusqu'en Gaspésie? Qu'est-ce qui... Oui, en fait, la Gaspésie, ça a été un coup de fil. Quand j'ai fini à l'école de marine, et puis je travaillais à la traverse de Trois-Pistoles à l'époque, de façon à continuer le travail sur un bateau, aller chercher du temps de mer, continuer à passer des certificats qui permettraient d'aller sur d'autres navires et d'autres voyages. Et puis, l'école de marine de Rimouski m'avait référé à l'école ici pour aller enseigner un hiver. Puis ça a commencé de cette manière-là. Alors bon, il faut croire que ça s'est bien passé le premier hiver. Ils m'ont rappelé l'année d'après. Ils m'ont rappelé encore l'autre année d'après. Et à un moment donné, à force d'être rappelé, c'est pas la peine de rappeler, autant être sur place. Rester. C'est ça. C'est comme ça que ça en est venu. Ouais. C'est sûr que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Ça se fait avec les aléas de la vie, hein, et puis de ce que la vie vous donne et de ce que la vie vous prend. C'est bien comme dit. ça. Puis j'imagine que c'est un endroit que vous devez apprécier beaucoup, la Gaspésie. Oui, je suis très heureux d'être en Gaspésie. Très heureux, et puis à certaines fois, comme toute personne, je pense qu'il se questionne à un moment donné à se dire, est-ce que je vais rester ici? Est-ce que, je ne sais pas, ça peut être des questions qu'on peut avoir soit au niveau familial ou des questions qu'on peut avoir au niveau professionnel. C'est vrai que je pense que tout le monde se pose ces questions-là, peut-être à un certain moment donné de l'âge qu'on a aussi.
Mais après mûre réflexion, souvent je me suis dit, après quelques réflexions comme ça, je me suis dit, ben, je suis bien content d'être ici, je suis peut-être même chanceux d'être ici. Oui, Ouais. si vous êtes encore jeune, mais si vous deviez faire un bilan de votre vie. C'est gentil, Jocelyne, de me dire que je suis encore jeune. Ça, c'est très, très agréable à entendre. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, c'est ça, vous êtes jeune encore, mais si vous deviez faire un bilan de vie, des choses que vous auriez aimé changer, des choses que vous auriez aimé faire différemment, ou bien vous êtes vraiment serein avec votre vie? Il y a beaucoup de parties de ma vie que je suis très serein. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de parties de ma vie qui m'apaisent dans le sens que je l'ai fait. Souvent, c'est ça que je dis. Je dis, bon, je peux traduire dans mes mots, dans mon langage, dans mes sentiments, dans mes expressions. Je peux traduire et je dis souvent, je l'ai fait. Si je vous en parle, je l'ai fait. Mais malheureusement, ces 40 ans, presque 40 ans d'aventure, ne m'ont pas permis de vivre d'autres expériences ou d'autres vécus que je veux vivre. Un exemple est simple, c'est que à peu près, bon, 40 ans, oui, d'aventure maritime. Bon, là-dessus, vous allez mettre 30 ans de vie dans les valises. Ouais. Donc, il faut bien comprendre que c'est ça, naviguer, ça ne se passe pas à la maison, ça se passe sur l'eau et ça se passe avec les marins qui sont avec vous. Et ce n'est pas forcément les gens que vous vivez avec, là, je veux dire. Vous vivez durant le temps, vous êtes sur le bateau avec, mais vous ne vivez pas avec eux ou avec elles. Donc, forcément, c'est des vies qui sont assez internes. Y a pas, durant toutes ces périodes-là, il n'y a pas de vie de famille. Oui, à un moment donné, Voilà. on doit avoir envie de s'installer, de mettre pied quelque part. Oui, puis, c'est ça. Et c'est cette partie-là qui... ben, je pense que ça nous rejoint un jour. Un jour, ça finit quand même par nous rejoindre. Puis, je dirais même à des gens qui sont relativement encore jeunes, ils peuvent avoir, je sais pas, mettons un exemple, ils peuvent avoir autour de 25 ans et ils ont beaucoup plus de vie familiale que moi, qui en ai 50. Oui, c'est ça, les vous- gens ne sont pas tous au même degré. Voilà. On fait des choix différents Voilà. aussi. Je pense que j'ai appris un peu plus un côté de la sagesse parce que j'ai vécu mes aventures de mer, mais c'est ce que j'ai gagné, là. Oui. Voilà. C'est difficile de tout avoir aussi Ouais. parce que si vous auriez fait une vie de famille assez tôt, vous auriez peut-être passé à côté de cette sagesse-là que vous avez maintenant. Ouais. Puis, quelles seraient, vous diriez, vos priorités dans la vie, les choses les plus importantes pour vous? Pour les importantes qui seraient maintenant, Maintenant, oui. Oui, les plus importantes qui seraient maintenant, c'est sûr, c'est que ça pourrait en faire sourire plusieurs, hein, mais quand même, tous les êtres humains veulent se sécuriser. Oui. Et puis, je pense qu'on poursuit à peu près tous, à différentes étapes de notre vie, on poursuit à peu près tous les mêmes objectifs qui ne sont pas forcément avoués, mais je croirais sincèrement qu'on poursuit tous la sécurité et c'est un des objectifs majeurs que je tiens quand même à obtenir, qui me permettra peut-être à ce moment-là de revenir en toute aisance à quelques aventures de mer. L'amour de la mer est toujours là. Ben, quand même, oui. Même, je veux dire, même si le temps a passé, même si les aventures se sont faites, je veux dire, le voyage à la voile et tout ça, on aime bien quand même revenir à quelques petites expériences. Un marin l'est toute sa vie, c'est ce qu'on dit Oui, toujours. on aime bien prendre un bateau puis aller visiter le petit coin de roche, là, la petite baie là-bas, là, qu'on a entendu parler mais qu'on n'a pas vu. Ah, c'est bien. Puis, comme je vous dis, même si vous êtes jeune, je le redis, si vous aviez, sans faire un bilan, mais de dire ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous à la fin de ce long voyage, qu'est-ce que vous aimeriez laisser que les gens se souviennent de vous? Oh, que j'aimerais que les gens se souviennent de moi. Oui. Mais c'est
Ouais, c'est une réflexion à laquelle je dois répondre en toute sincérité. Ouais, c'est une réflexion à laquelle je dois répondre en toute sincérité. Puis, s'il y a des gens qui pourraient peut-être la trouver un peu dure à accomplir, ouais. Moi, j'ai suivi un objectif que j'ai appris quand j'étais jeune, une valeur que j'ai appris quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je vous l'ai dit, mes parents sont des enfants de la guerre, en fait. Leur enfance, ça a été la guerre. Et puis, évidemment, ça crée des gens qui ont des valeurs qui ne sont pas forcément basées sur des valeurs qu'on a établies. Ce sont des valeurs qui se sont établies, voyez-vous? Ouais. C'est la situation qui a créé ces valeurs-là. On les invente pas, on est obligé de les vivre. Donc, moi, ce que je voudrais vraiment que les gens, je pense qu'il serait très important qu'ils se souviennent, ce serait que ce qui est primordial dans la vie, c'est d'accomplir son devoir. Vraiment. C'est pas forcément d'accomplir la réglementation ou la loi ou tout ce qui nous est imposé. Mais pour être honnête avec soi-même, il faut qu'on accomplisse son devoir. Si on accomplit son devoir en tant que professionnel, en tant que citoyen, en tant qu'être le frère, être la sœur, être le parent, être le fils, je veux dire, je pense que si chaque être humain accomplit son devoir à certaines étapes de sa vie, il remplira énormément de son soi-même. Puis c'est le message, en fait, que je pense que j'aimerais laisser. C'est un très beau message. Puis, avant de terminer, j'aimerais vous laisser les derniers mots. Si vous avez des remerciements à faire ou un message pour les téléspectateurs. Des remerciements, oui, quand même. J'invite les gens à lire. J'invite les gens à lire Oui, votre. Non, mais regardez, à l'endos du livre, il y a un petit message aussi. Et puis, je remercie mes bonnes et mes mauvaises expériences parce que j'ai appris. C'est surtout à ce niveau-là, et je pense que c'est très philosophique. Oui, c'est vraiment très philosophique. Oui, c'est ça. Alors, je vous remercie. C'était vraiment fascinant. Vous avez une vie vraiment très intéressante. Et j'imagine que vous avez encore plein d'aventures en mer à vivre. Puis, j'invite les gens à lire votre livre là, qui a un beau message philosophique, pas seulement pour les amoureux de la mer, mais qui est vraiment intéressant. Alors, je remercie les gens d'être avec nous. Alors, c'était une entrevue avec M. Gérard Ledisca. Et on vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Jocelyne. Ça m'a fait plaisir. It was picture perfect wedding. We had the heart waited up in. Everyone thought we were heading down the life of easy dream. We have a house out in the country, thinking fits all that's yours. Your love will last forever. It was written in the stars. I should have known it's all along. When future looks too bright, can't be anything but right. Wrong. Devastated when she told me you went through. Then I want her break fitting, and I found somebody
decide that this time will be different. How did it all figure out? Will you make the same mistake? I know what love was all about. Round. I should have known it's all along. When future looks too bright, can't be anything but right. Wrong. Everything was going strong, and the sky was always blue. Thought my dream would